Le tank T-34, une légende blindée de la Seconde Guerre mondiale. 1937, 1943. L'équipage d'un pack repère un tank soviétique qui approche. Les artilleurs expérimentés savent exactement quoi faire une fois qu'ils ont localisé le tank ennemi. Ils calculent la portée et alignent leur viseur sur le tank, puis chargent un obus de 37 mm dans la culasse du canon. Le commandant donne le signal et l'artilleur ouvre le feu. L'obus sort du canon et frappe le tank en mouvement. Quand la fumée se dissipe, ils peuvent voir que rien ne s'est passé, et le tank soviétique avance toujours vers eux. L'équipage du pack ne comprend pas pourquoi le tank n'a pas été détruit. Alors ils chargent et tirent un autre obus. Mais une fois de plus, il rebondit simplement sur le tank ennemi. L'équipage commence à s'inquiéter et se regarde avec perplexité. Un autre obus est tiré, puis un autre, mais le tank continue d'avancer et est maintenant très proche d'eux. L'équipage du pack commence à paniquer et abandonne leur canon alors qu'ils s'enfuient en terreur pour échapper à être écrasés sous les chenilles du tank. Un monstre d'acier vert se ferait un chemin sur le canon anti-char pack, l'écrasant sous ses chenilles, et continue son chemin, sans entrave et tout simplement inarrêtable. C'était en juin 1941. L'opération Barbarossa battait son plein. Pourtant la Wehrmacht faisait face à un char ennemi inconnu, complètement différent de tous les autres. C'était le T-34, une nouvelle génération de chars moyens soviétiques, qui connaîtrait un début difficile, mais qui deviendrait une véritable légende parmi les chars. À l'été 1936, une guerre civile éclata en Espagne entre les républicains et les nationalistes. L'Union soviétique soutenait les républicains contre les nationalistes, qui recevaient le soutien de l'Italie et de l'Allemagne nazie. En octobre 1936, un contingent d'environ 50 chars soviétiques s'est arrivé en Espagne. La première bataille de chars a eu lieu le 29 octobre, entre les chars T-26, fabriqués par les soviétiques, et les chenillettes CV-35 italiennes. Les chars soviétiques avaient l'avantage grâce à leur blindage, leurs canons principaux et leur mobilité. Leur canon de 45 mm 20K était conçu comme un canon anti-char, modifié pour une utilisation sur char, face aux mitrailleuses de 8 mm des chenillettes CV-35 italiennes. Sans surprise, le T-26 dominait le champ de bataille. Même les renforts que l'Allemagne nazie a envoyés sous la forme de chars Panzer I n'étaient pas suffisants pour s'opposer à ces nouveaux chars. Les chars soviétiques avaient clairement l'avantage en termes de puissance de feu, et étaient capables de mettre hors de combat chaque char que l'ennemi mettait en champ contre eux. Les premiers rapports renvoyés à l'Union des républiques socialistes soviétiques par le personnel militaire soviétique et les conseillers étaient globalement positifs. Malgré des équipages inexpérimentés et un soutien d'infanterie insuffisant, les chars soviétiques ont réussi à inverser la tendance et à contribuer à la défense de Madrid. Cependant, les choses ont mal tourné pour les chars T-26 et plus tard pour les chars BT-5. Les principales armes auxquelles ils étaient confrontés n'étaient plus les chars ennemis, mais les canons anti-chars. L'Allemagne nazie utilisait son canon anti-char le plus récent, le 37 mm Panzerabwehr Kanone 36. Les rapports renvoyés devenaient de plus en plus alarmants. D'énormes pertes ont été subies, ou même quelques packs étaient maintenant suffisants pour arrêter un peloton de chars entiers. Il fallait faire quelque chose pour rectifier le problème. Dans les années 30, l'armée rouge possédait une vaste flotte de chars, surtout des T-26 et de la série VT. Ces chars étaient insuffisants en termes de blindage, de fiabilité, de puissance moteur et de maintenance des pièces. La guerre d'hiver et la bataille du lac Khasan, et plus tard Khalkhin Gol, ont démontré toutes les faiblesses de la flotte de chars soviétiques. Les chars souffraient d'un blindage mince, d'une mauvaise manœuvrabilité, de moteurs à essence prenant feu facilement et d'une puissance de feu insuffisante. Il peut être difficile de suivre les nouvelles technologies et idées, et de simplement compter sur les anciens modèles, et essayer de les améliorer. L'un d'eux était un char convertible. Le concept était assez simple. Les chars utiliseraient des roues comme un véhicule ordinaire sur la route. L'équipage montrait les chenilles près du champ de bataille pour un meilleur déploiement tout-terrain. Après la bataille, les chenilles étaient retirées, et le char redevenait un véhicule à roues. De 1937 à 1938, l'usine de Kharkiv numéro 183 concevait un nouveau char, désigné le Avin. Les ingénieurs ont utilisé une approche typique, en prenant un char bien éprouvé comme base et en l'améliorant.
Le char utilisé était le BT-7. Ils ont redessiné la tourelle, la plaque de blindage, les profils et les angles, élargi les chenilles et redessiné les roues pour la route. Ainsi, le char qu'ils ont créé avait moins en commun avec la série BT et est devenu une base pour la nouvelle ligne de chars. En inclinant les plaques de blindage, les concepteurs ont obtenu une protection bien supérieure. Le concept de blindage incliné existait déjà, mais était peu utilisé jusqu'alors. L'ingénieur en chef, Mikhail Kochkin, n'était pas totalement satisfait des résultats et du concept global d'un char convertible. Sur son initiative, la conception du projet A32 a débuté. Les principales différences avec le A20 étaient de la suppression de tout le mécanisme convertible, l'augmentation de la protection du blindage à 30 mm et donc l'augmentation de la taille globale. Cela a nécessité une autre roue pour la route de chaque côté, permettant l'installation d'un canon plus fort et plus grand. Au lieu des 45 mm, le A32 pourrait contenir un canon L11 de 76,2 mm. L'avenir du T-34 prenait forme. Le pari à payer. Lors des essais d'état à Kubinka, le A32 a surpassé le projet A20, en partie grâce au changement et à l'évolution de la pensée des dirigeants et décideurs de l'État. Il passerait de l'idée de char convertible à l'augmentation de la protection du blindage et de la puissance de feu. Il s'avère que les essais d'état auraient lieu en septembre 1939, le même mois où la Wehrmacht franchirait la frontière polonaise et déclencherait la Seconde Guerre mondiale. Ce fait accélérerait également le travail sur les chars et la nécessité de les avoir le plus tôt possible. Le char A32 a été officiellement désigné le T-32. Même si le char avait passé les essais d'état, la commission d'état avait demandé à ce que certaines modifications soient mises en œuvre en décembre 1939, à savoir renforcer le blindage à 45 mm, mettre en œuvre le canon F-30, 2 moins cher et plus simple, augmenter le nombre de mitrailleuses, améliorer la visibilité et renforcer les pièces du char. Avec les améliorations prévues, le char allait être renommé T-34. En janvier 1940, un nouveau char A-34 était prêt pour les essais. Le deuxième modèle a été assemblé le mois suivant. Les tests étaient rigoureux et extrêmes. De nombreux défauts, problèmes et lacunes ont été détectés. Des choses comme la mauvaise visibilité due à la buée sur le verre, les mauvais racks de munitions et la courte durée de vie du moteur V2 étaient des raisons suffisantes pour retarder la production du char. Sans attendre de corriger tous les défauts notés, une course de char a été organisée dans le plus grand secret. Un trajet de 750 km de Kharkiv à Moscou a eu lieu avec le concepteur suspensionné Kochkin conduisant l'un des chars. Malheureusement, le concepteur en chef Mikhail Kochkin paierait de sa vie le développement du char, succombant à une pneumonie qu'il a contractée lors des essais d'état. Il a conduit le char T-34 sur des centaines de kilomètres, tout en se sentant malade de Kharkiv à Moscou. Alexandre Morozov devait le remplacer. La course se terminerait à la place Ivanovskaya, au milieu de la nuit, dans l'enceinte des murs du Kremlin. Le lendemain matin, la commission d'État, avec Staline, a pris une décision finale. Le char avait très bien fonctionné et avait laissé une grande impression. Le 31 mars 1940, le comité de défense a émis des instructions appelant à la production de masse du T-34 à l'usine de Kharkiv. La légende était née, et le voyage de raffinement et de preuve de bataille du char avait commencé. Le 22 juin 1941, l'Allemagne a déclenché l'opération Barbarossa. C'était, jusqu'à ce jour, la plus grande force d'invasion de l'histoire, déployant environ 3,5 millions d'hommes, 3400 chars et 2700 avions. 3 groupes d'armées se dirigeaient vers Leningrad, Smolensk et l'Ukraine, dans le but de paralyser les défenses soviétiques et de décimer l'armée rouge. L'armée rouge n'était pas préparée à l'attaque. Nominalement, elle possédait environ 23 000 chars, un nombre impressionnant. Cependant, la plupart étaient de vieux P-26 et de la série BT. Les premiers engagements étaient terriblement unilatéraux. Les panzers allemands infligèrent de lourdes pertes en raison de leur meilleur équipement, d'une meilleure organisation des unités blindées et de équipages plus expérimentés. Les troupes soviétiques manquaient de soutien, de logistique, d'installation, de maintenance, et la plupart de leurs chars nécessitèrent une sorte de réparation, légère ou complète. Cependant, le 23 juin,
La Wehrmacht devra affronter une nouvelle menace inconnue. Dans le choc et la terreur, leurs équipages anti-chars et même les équipages de Panzer devraient affronter les chars T-34. Ils tireraient leurs obus les plus puissants et marqueraient des coups directs, mais rien n'aurait d'effet sur les chars ennemis. Même à bout portant, la pénétration n'était pas garantie. L'armée rouge a rencontré de nombreux problèmes. Le manque de pièces détachées, de carburant et de munitions faisait que beaucoup de chars n'avaient même pas d'obus perforants. Ils emballeraient ce qu'ils avaient à l'instant, des obus à haute explosion et tout le carburant qu'ils pouvaient obtenir, et partiraient au combat. D'autres se contenteraient de passer sur les canons anti-chars allemands. Un canon n'a pu affronter les T-34 cependant, le puissant canon anti-aérien de 88 mm. Il possédait assez de pénétration et de puissance pour détruire n'importe quel char de l'armée rouge. Heureusement pour les Allemands, les tactiques soviétiques étaient médiocres à cette époque. Des attaques mal planifiées et mal coordonnées, aucune coordination des unités adjacentes, l'envoi de blindés et de véhicules au compte-gouttes, au lieu de les envoyer en formation, un manque de formation des équipages, et la Luftwaffe avait une supériorité aérienne totale. Beaucoup de T-34 ont été détruits lors des raids aériens sur Stuttgart. Ils survolaient les champs de bataille, presque sans opposition, car l'armée de l'air soviétique avait été décimée. En une seule journée, elle avait perdu entre 1200 et 2000 avions, la plupart étant densément regroupés sur des pistes d'atterrissage et bombardés en tapis ou mitraillés par la Luftwaffe. L'armée de l'air soviétique avait perdu de nombreux nouveaux avions comme le Yakun, le MiG-3 et les l'AGG-3. Ces pertes auront des conséquences terribles pour l'armée rouge dans les mois suivants. Ainsi, sur environ 1000 T-34 disponibles au début de l'opération Barbarossa, seulement quelques-uns ont survécu. De nombreux soldats ont été blessés, délaissés ou se sont rendus au combat. Les équipages ne pouvaient pas réparer les pannes mécaniques les plus simples. Certains équipages n'avaient que quelques heures d'expérience dans la conduite des chars. Certains avaient vu leur premier char seulement au début de la guerre. Bien que certains auraient pu résoudre ces problèmes mécaniques, ils n'avaient ni pièces de rechange, ni logistique à disposition. La Luftwaffe avait bombardé et détruit la majorité des entrepôts et installations dans les districts ouest de l'Union soviétique. Pour aggraver les choses, toute la production soviétique était concentrée sur la production de chars, pas sur les pièces de rechange, en raison des querelles et des obstructions dans la chaîne bureaucratique. Tous les T-34 n'étaient pas équipés du nouveau canon F-34. Certains devaient se contenter de l'ancien canon L-11. Les mois d'été chauds et poussiéreux ont été remplacés par les pluies d'automne. Les hommes des chars allemands ont rapidement découvert ce que signifiait le mot russe Rasputitsa, un manque total de routes descentes et un océan entier de boue. Les chars se sont embourbés, perdant leurs chenilles, et les véhicules étaient incapables de bouger, créant un chaos total dans la logistique. En revanche, les T-34 ont eu plus de succès. Leurs larges chenilles étaient mieux adaptées à de telles conditions, créant une pression au sol plus faible et un puissant moteur diesel fournissait suffisamment de mobilité tout-terrain. Néanmoins, la production de chars soviétiques connaissait des difficultés. De nombreuses usines ont été démontées et envoyées à l'est, vers l'Oural et la Sibérie. Celles qui fonctionnaient encore faisaient de leur mieux pour assembler autant de chars que possible et les envoyer au front. Environ 2000 chars T-34 ont été fabriqués d'ici la fin de l'année. Ce n'était pas du tout suffisant pour renforcer les rangs, surtout après les lourdes pertes autour de Kiev, Vyazma et d'autres poches et encerclements. L'opération Typhon a été lancée par les Allemands en octobre 1941. Leur objectif principal était la destruction des forces soviétiques défendant Moscou et la capture de la ville elle-même. Les groupes de panzer étaient à la pointe de l'avancée, perçant les troupes soviétiques battues et dispersées. Le colonel Mikhail Kotukov et sa 4e brigade de chars ont pris position près de Toula, à environ 170 km de Moscou. La brigade était nouvellement formée, avec environ 22 chars T-34 parmi divers autres types. Près de Metsensk, la 2e armée de panzer allemande progressait, ignorant la surprise qui l'attendait. L'infanterie soviétique avait attiré les chars allemands à découvert. Soudain, des chars soviétiques sont apparus sur les flancs sortant de la forêt, portant un coup sévère. L'as des chars soviétiques Samokin a détruit 5 chars allemands dans cette seule bataille. Dmitri Lavrinenko, un autre as des chars, a aussi obtenu un nombre élevé de tués. Le commandement allemand a été surpris et choqué.
un commandant de la 2e armée Panzer, le général Heinz Guderian, était furieux que l'avancée sur Toula ait été arrêtée et que l'élan ait été perdu. Son évaluation de la situation était sombre. Les chars soviétiques montraient leur supériorité de manière très nette. Les tactiques d'emploi évoluaient et changeaient constamment. Une commission spéciale a été envoyée par les Allemands en novembre 1941 pour évaluer les chars moyens et lourds soviétiques. Le résultat de cela a été qu'ils ont dû accélérer le développement et l'introduction du char Panzer V Panther. Kronkatukov a innové dans les tactiques de chars. Les chars T-34 étaient enterrés et fortement camouflés. Des postes fictifs ont été créés. On a donné pour instruction aux équipages de chars de n'ouvrir le feu que lorsqu'un coup sûr était garanti, à une distance d'environ 200 à 300 mètres. Les T-34 étaient incapables de neutraliser les chars ennemis à plus de 1000 mètres, tandis que les chars allemands devaient en outre se rapprocher beaucoup plus pour garantir un coup sûr. Ainsi, en 1941, le T-34 pouvait dominer le champ de bataille. Le T-34 jouera un rôle significatif dans la contre-offensive soviétique ultérieure, près de Moscou, en décembre. Il est devenu courant de voir des T-34 avec leurs larges chenilles, peints en blanc, et avec une escouade de soldats montés sur eux, chargeant à travers les lignes allemandes. La tendance s'est poursuivie en 1942, mais certains adversaires dangereux ont commencé à apparaître dans l'armée allemande. Pour contrer la menace du T-34, un nouveau char lourd allemand a été introduit, le Panzer VI Tiger. Avec son canon de 88 mm et son blindage frontal de 100 mm, il s'est révélé être un redoutable adversaire. Le T-34 a dû utiliser son avantage en termes de vitesse et de manœuvrabilité pour déjouer le char Tiger. D'autres véhicules, comme le Panzer IV OSF F2, le Stug 3 OSF F, la série Marder et le canon anti-char PaK-40, était une réponse directe à la menace du char soviétique. Comparé aux anciens canons de 50 mm et de 75 mm courts, ces véhicules n'y étaient tous équipés de canons longs de 75 mm, rendant les duels avec les T-34 plus équilibrés. Les concepteurs soviétiques essayaient de rectifier la situation en améliorant le char T-34. L'exigence principale du haut commandement soviétique était d'augmenter la production. Tout changement ne doit pas peser lourdement sur les chiffres de production. Ainsi, les changements devaient être appliqués graduellement et prudemment. Un modèle de 1942 comportait un certain nombre d'améliorations techniques, certaines visant à simplifier le processus de production et le coût. Des changements incluent une tourelle moulée, une nouvelle trappe de conducteur, un nouveau design de chenille, un couvercle de transmission modifié et un nouveau design de roue, remplaçant le soudage. Le blindage latéral a aussi été porté à 45 mm. L'usine de tracteurs de Stalingrad était l'une des plus grandes usines de chars, produisant près de la moitié des T-34. Cette énorme usine simplifiait également le processus de production de chars, créant les formes et les designs uniques des différentes pièces nécessaires. Une bataille massive a eu lieu à proximité de Stalingrad, puis dans la ville elle-même. De nouveaux chars étaient en fait assemblés pendant la bataille, et ont même participé en tirant depuis le terrain de l'usine sur les troupes allemandes avançant. C'était une colonne de chars T-34 qui avait traversé le pont sur la rivière Don, près de la ville de Kalach, entre le 21 et le 22 novembre 1942, qui encerclait efficacement les troupes allemandes à Stalingrad. Dans la première moitié de l'année 1943, le T-34 avait reçu un autre package de mise à niveau. Ce modèle présentait une nouvelle tourelle hexagonale, offrant un peu plus d'espace aux deux membres d'équipage. De nouvelles trappes qui, ouvertes, donnaient une forme distinctive au sommet du char. Les Allemands l'appelaient le Mickey Mouse, car ces trappes ouvertes leur rappelaient les oreilles du célèbre personnage de dessin animé. Des réservoirs de carburant externes, un mantelet de mitrailleuses blindées, et des rampes ont été ajoutées pour permettre à l'infanterie, aux cavaliers de char et à l'équipage de s'accrocher lorsque le char se déplaçait. À l'été 1943, le char a reçu la coupole du commandant sur le dessus de la tourelle, améliorant sa visibilité périphérique. Ainsi, les T-34 ainsi que les autres chars soviétiques, produits en masse, attendaient la prochaine grande offensive. À l'été 1943, une énorme bataille de chars aurait lieu dans le saillant de Koursk, montrant les forces et les faiblesses de la conception du char.
C'est ici que se déroulerait la dernière grande offensive allemande à l'Est, et le point critique de la guerre. Après la bataille, le T-34 se dirigerait vers l'ouest en direction de l'Allemagne et de Berlin. Le T-34 avait montré un bon équilibre entre blindage, puissance de feu et mobilité. Sa longueur totale était de 6,68 mètres, une largeur de 3 mètres et une hauteur de 2,45 mètres. Son poids était d'environ 26 tonnes, presque 2 fois plus lourd que la série BT. Cependant, contrairement à la série BT, le T-34 avait un canon de 76,2 mm, qui surpassait les précédents canons de 45 mm avec ses capacités de pénétration et sa puissance de feu. Sa protection blindée était très élevée pour cette période de la guerre. Son blindage frontal était de 40 à 45 mm d'épaisseur pour la coque et de 60 mm pour la tourelle, et le blindage latéral variait de 40 à 42 mm. Comparé au BT-7, qui n'avait qu'un blindage épais de 6 à 13 mm, c'était un énorme avantage. C'était simplement la profondeur supplémentaire du blindage qui rendait ce char si robuste et fort. Le blindage incliné avait désormais démontré tout son potentiel. Par exemple, une épaisseur nominale de 45 mm du blindage frontal de la coque inclinée à 60 degrés signifiait que le blindage effectif qu'un obus devait pénétrer était de 90 mm. Cela donnait au T-34 un avantage distinct sur les chars et canons anti-chars allemands, avec de plus grandes distances auxquelles ils pouvaient commencer à engager l'ennemi. Plusieurs techniques ont été utilisées pour fabriquer les sections blindées et les assembler toutes ensemble. Le blindage de char peut être coulé, soudé ou boulonné ensemble. Le boulonnage des sections était une technique utilisée pendant l'entre-deux-guerres, qui a montré ses défaillances lors des premières étapes de la Seconde Guerre mondiale. Le blindage boulonné se fissurait souvent sous l'impact, projetant des boulons et des éclats d'obus alentour. La production initiale du T-34 utilisa un blindage moulé. La chose inhabituelle était la plaque frontale du char. C'était une grande pièce de métal pliée en forme à l'aide d'une presse massive. Le soudage et le boulonnage ont ensuite remplacé cette méthode pour simplifier le processus et renforcer le blindage. Plus tard, une pratique différente fut adoptée. Deux plaques étaient jointes par une poutre de 100 mm d'épaisseur, soudées et boulonnées ensemble. Cependant, il existait des différences entre les usines de construction. Les chars de l'usine de tracteurs de Stalingrad avaient une plaque de verre à l'avant et un blindage arrière entrelacé avec les plaques latérales. Le couvercle du récupérateur de tube du canon a été simplifié en une forme de ciseau. Deux canons principaux ont été utilisés dans la production des premiers chars T-34. Le premier, le L-11, les représentait un énorme bond en avant par rapport aux précédents canons de 45 mm des séries T-26 et BT. Cependant, il a souffert de dysfonctionnements, d'une vitesse réduite et d'un design compliqué. Un design plus simple mais plus efficace, le canon F-34 a été utilisé plus tard. Il avait une meilleure balistique, il était plus facile à produire et est resté le canon principal jusqu'à l'introduction des canons D5 et S-53 de 85 mm utilisés sur le T-34 à 85. Il pouvait pénétrer 92 mm de plaque de blindage verticale à une distance de 500 mètres, ce qui en faisait un adversaire redoutable pour tout char ennemi qui le rencontrait en 1941. L'armée soviétique avait effectué des tests sur des chars allemands capturés plus tôt, et la conclusion générale était que les obus à haut pouvoir explosif et perforant tirés depuis le F-34 pouvaient pénétrer ou endommager n'importe quel char allemand à une portée de 1000 mètres. La charge de combat pour le T-34-76 était de 77 obus pour le canon principal et 4725 munitions pour les deux mitrailleuses DT de 7,62 mm. Le T-34 était équipé d'un moteur diesel V2, en aluminium refroidi par liquide, conçu dans l'usine de locomotives de Kharkiv. Ce moteur avait 500 chevaux et donnait au T-34 une vitesse maximale de 53 km à l'heure. Les premiers spécimens de production avaient des déficiences et des problèmes qui ont été corrigés dans les étapes ultérieures, mais le char lui-même avait reçu un moteur plutôt fiable et bon. Combiné au démarrage à air comprimé et à l'absence de rouleau de retour, cela s'est avéré être un très bon agencement, aussi bien pendant la saison boueuse que plus tard dans les conditions hivernales difficiles. Les moteurs diesel étaient également moins susceptibles de prendre cire ou de prendre feu lorsque le char était touché, contrairement à leurs homologues à essence. Cependant, en raison de la pénurie générale de moteurs V2, certains chars T-34 ont dû être équipés de moteurs à essence Mikulan MDX-7 utilisés sur la série BT.
Le char T-34 avait de larges chenilles et une plus petite pression au sol, et pesant environ 26 tonnes, il avait un bon rapport puissance-poids d'environ 19 chevaux par tonne. Il avait une roue folle, 5 roues de large diamètre, et une roue dentée motrice de chaque côté, lui donnant un look très distinctif. Comparé au char ennemi, le T-34 avait un avantage clair en 1941. Les chars allemands, Panzer I et Panzer II, n'étaient pas du tout à la hauteur. Avec leur blindage et d'armement léger, ils n'avaient aucune chance contre le T-34. Le Panzer III s'en est un peu mieux sorti, mais ses canons de 37 mm et de 50 mm étaient inférieurs aux canons de 76,2 mm du T-34, dont leur blindage pouvait être pénétré frontalement par le T-34 sur de longues distances. Le Panzer IV s'en sortait généralement moins bien face au T-34. Son court canon de 75 mm n'était capable de tirer que des obus à faible vitesse et à haute explosivité. Le Panzer 35T et le Panzer 38T étaient inférieurs à tous égards, surtout parce qu'ils avaient un blindage fragile. La mobilité était également un problème. Les chars allemands avaient du mal à manœuvrer dans la boue russe, puis plus tard dans la neige profonde. Les chenilles étroites causaient des problèmes de démarrage et d'enlisement fréquents. Il était clair que le T-34 était une nouvelle génération de chars, capable d'éliminer n'importe quel type de char que l'ennemi pourrait lui opposer. Néanmoins, il n'était pas parfait. Son intérieur était exigu, surtout la tourelle, et il n'y avait pas de coupole de commandant, ce qui signifie que le commandant ne pouvait pas avoir une bonne vision panoramique et une conscience de son environnement. Le fait que l'invasion allemande ait eu lieu en 1941 signifiait que de nombreux problèmes se posaient, tels que des défauts de contrôle de qualité, un manque de matériaux, un manque de pièces et des problèmes d'organisation de la production de masse. Il y avait de nombreuses innovations et des pièces et systèmes de chars complètement nouveaux qui n'étaient pas testés de manière approfondie. Pendant ces distractions, de nombreux défauts et problèmes apparaîtraient et les ingénieurs auraient du mal à les résoudre, à optimiser la production et en même temps à transférer la production vers l'Oural et l'Extrême-Orient. Le lieu de naissance du T-34, l'usine de locomotives de Kharkiv, a été déplacé vers l'Oural en septembre et octobre 1941, en raison du danger qu'il tombe entre les mains allemandes. De plus, un flot de rapports provenait des unités de combat, se plaignant de toutes sortes de déficiences et de problèmes. Parfois, il s'agissait de problèmes de durée de vie du moteur, d'ergonomie ou de fissures dans le blindage. Tous les rapports ont été pris en compte et examinés par les ingénieurs et les comités de décision. Associé aux idées d'avant-guerre de modernisation du design de base du char, cela a conduit à la version suivante et à une nouvelle vague de modifications. Dès le début de la production du T-34, il y avait des plans et des idées pour moderniser le char. Un canon et un moteur différents, un blindage amélioré et même une suspension différente étaient des idées envisagées lors de la conception. L'invasion et le début des opérations de combat avaient perturbé cela et changé les priorités. Au lieu de faire des changements très profonds et minutieux, il y avait des modifications visant à simplifier la production et à augmenter la valeur de combat sans perdre l'élan de production. C'est ainsi que les premières améliorations majeures et modifications ont été implémentées en 1942. En 1942, l'Union des républiques socialistes soviétiques a connu une pénurie majeure de caoutchouc. Ainsi, les roues en acier ont été utilisées un certain temps. Cela signifiait plus d'usure sur les pistes, du bruit et de l'inconfort, mais les chars étaient produits et envoyés au front. De nouvelles chenilles à motifs gaufrés ont été conçues, mais étaient rarement utilisées sur les roues entièrement en acier. Une amélioration majeure fut la conception de la nouvelle tourelle hexagonale. Elle était prévue auparavant pour le char T-34M, un qui ne verrait jamais les lignes de production, mais qui fournirait un bon banc d'essai pour développer de nouvelles idées. La nouvelle tourelle hexagonale a commencé à apparaître mi-1942. Elle offrait un peu plus d'espace pour l'équipage. Les améliorations de la protection du blindage et la simplification du processus par rapport à la tourelle d'origine ont été réalisées. Les tourelles étaient fabriquées en utilisant deux techniques, l'estampage et le moulage. La version moulée a été créée avec une plaque de 45 mm, mise en forme par une presse de 5000 tonnes. Les versions estampées avaient deux techniques principales, en utilisant un grand nombre de composants individuellement moulés, ou en utilisant trois groupes.
à savoir les murs, l'anneau et le toit. Ces différences étaient perceptibles et dépendirent de l'usine qui produisait le char. Le blindage frontal de la tourelle a augmenté, passant de 52 à 70 mm. La capacité de munitions du canon principal s'est passée à 100 obus. En 1942, les trappes du conducteur et de la tourelle ont également été modifiées. Les anciennes variantes n'avaient qu'une trappe de tourelle, ce qui pouvait être fatal si elle se bloquait ou cassait lorsque le char était touché. La nouvelle tourelle hexagonale utiliserait à la fois cette ancienne et les nouvelles trappes séparées, en fonction de la disponibilité et du moment où le char a été produit. Ces nouvelles trappes distinctives, lorsqu'ouvertes, lui ont valu le surnom de Mickey Mouse par les Allemands, en référence aux oreilles du célèbre personnage de Walt Disney. Les nouvelles modifications ont aussi impacté le stockage et la capacité en carburant. Les réservoirs de carburant externes rectangulaires ont été remplacés par de nouveaux cylindriques, augmentant ainsi la capacité totale de carburant jusqu'à 150 litres. Des modifications plus simples ont aussi été apportées, comme l'ajout de rampes sur la tourelle et le châssis, facilitant la montée et la prise en main du char. Cependant, 1942 fut une période difficile. La Wehrmacht recevrait de nouvelles armes plus efficaces contre le T-34. Le Panzer III recevrait un canon de 50 mm plus long. Le Panzer IV a été doté d'un canon de 75 mm plus long sur la variante F2, et un nouveau paquet 40 a également commencé à apparaître. Les Allemands adoptaient également de nouveaux chasseurs de chars comme le Stug 3 OSFG et la série Marder. C'était en réponse directe à la menace T-34 et KV à laquelle ils étaient confrontés, et les batailles cesseraient d'être aussi unilatérales. Avec l'apparition d'un char lourd Tiger, la direction soviétique était maintenant pleinement consciente que le T-34 commencerait à perdre son avantage sur ses adversaires. Une action radicale s'imposait. Le véritable défi serait relevé lors de la bataille de Koursk en 1943.